Donc c'est une vidéo que m'a envoyée Henri. Et vous allez voir, c'est une vidéo que je peux directement qualifier de pseudo-scientifique. Parce que ça balance des choses comme ça. Donc vous voyez, ces pierres magnifiques et parfaitement ajustées, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette pierre ici s'enfonce dans les pierres du dessous, hein. C'est absolument incroyable. Et encore là, ça a bougé avec le temps, mais il y a des tas d'endroits où c'est parfaitement... on ne peut pas glisser une feuille de papier entre les deux. Donc on va regarder cette vidéo rapidement, et puis je vais râler, hein. Parce que c'est quand on cherche des infos sur cette forteresse de Sacsayhuaman, on trouve... Si je vous fais une recherche Sacsayhuaman sur Google, c'est que ça. C'est des gens qui vous révèlent comment ça a été construit, et c'est tout le temps des trucs absolument incroyables. Ouais. Et voilà, tout ce que vous devez savoir, machin. Et bon non, là, il a mis des... ça va mieux. Hier, je tombais sur des trucs, c'était incroyable. Là, c'est quand même des encyclopédies, des trucs, des sites qui ont rapport avec le site, les musées sur place et tout. Mais sinon, on trouve sur YouTube, c'est incroyable. C'est que des... Je vous révèle la vérité, les extraterrestres sont venus, des civilisations anciennes inconnues, des technologies inconnues qui ont été oubliées. C'est un appât à fake news et troll. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'elle est critiquable. Ouais, exactement. Oui, bien sûr. Je voulais pas dire que Henri s'est fait avoir. Non, non. Mais du coup, elle est chouette. J'ai pris celle-là parce qu'elle est courte. Mais de toute façon, c'est un travail qui a été fait qui est extraordinaire. Le travail de ces pierres. Les Incas, dans leur propre histoire, ne se sont jamais attribués la réalisation des édifices mégalithiques du Pérou. Ils vénéraient ces lieux comme des sites sacrés. Alors déjà là, c'est faux. Les Incas ne se sont jamais attribués. Alors, j'ai regardé, je me suis documenté. Les sites sont datés par des datations, c'est possible de le trouver, hein, du XIVe siècle et XVe siècle. Et comme vous savez, les Espagnols arrivent à la fin du XVe siècle, enfin surtout au XVIe. Et donc, les sites ont mis 90 ans à être construits. Il y a des chroniqueurs espagnols qui ont interrogé des gens sur place qui ont été témoins dans leur enfance de la construction du truc, hein. Il y a parce que les Incas n'avaient pas d'écrit. Et puis voilà, quand elle dit les Incas n'ont jamais dit qu'ils s'étaient attribué ça, c'est pas vrai. Il y a des chroniques, ça se trouve. Rien que sur la page Wikipédia, vous avez un extrait. Par contre, il n'est pas dans la française, il est dans la version anglaise. Vous avez un extrait. Voilà. Pedro, en 1553. Et c'est toutes les informations qu'il a recueillies auprès des gens. On va le mettre en français. L'Inca ordonna, donc l'Inca c'est le supérieur, quoi. C'est l'empereur ordonna que les provinces fournissent 20 000 hommes et que les villages, il y avait même un système de rotation, tout le monde devait participer, et puis il y avait un certain temps à travailler dedans, et puis après les gens repartaient chez eux, bien sûr. Si quelqu'un tombait malade, un autre ouvrier devait le remplacer, il devait rentrer chez lui. Ces Indiens n'étaient pas constamment à l'affût d'un travail en cours, ils travaillèrent pendant un temps limité, puis furent relevés par d'autres, de sorte qu'ils ne ressentaient pas la demande. Bon, c'est la traduction. Le fait qu'ils ne restent pas sur de très longues périodes, ils pouvaient retourner s'occuper de leur maison. Il y avait 4000 ouvriers dont le devoir était d'extraire les pierres, 6000 les transportaient, et les autres préparaient les fondations, coupaient des poteaux, des poutres en bois. Enfin bon, c'est documenté, quoi. Il expliquait comment les roches étaient sorties, comment elles étaient... Je suis allé voir cet édifice 2 fois, lui il était allé en compagnie de Vasquez, un conquérant, et l'autre fois, j'ai trouvé Hernando de Guzman, qui était présent au siège. Donc, parce que la forteresse a été assiégée. Donc vous avez plein de trucs. Et puis ce qui est assez amusant, c'est que quand elle dit les Incas n'ont jamais revendiqué la construction de ces forteresses, et ben les Incas n'avaient pas d'écriture, enfin dans leurs écrits. Mais les considéraient comme hérités d'une civilisation bien plus ancienne. C'est faux.
Alors, il y a des preuves de peuplement, tous en ayant cherché les ruines et tout. Il y a des preuves de peuplement de ces collines qui datent d'avant, de 1200 quelque chose, de cette montagne. Les Incas n'avaient pas de système d'écriture. Si l'on met de côté le système des quipus, Bon, c'est ça, c'est vrai. l'ensemble de cordelettes à nœuds qui servaient essentiellement à l'organisation administrative. Tout comme pour les édifices du plateau de Gizeh, nous ne possédons donc aucun texte décrivant les techniques utilisées pour la réalisation des édifices cyclopéens du Pérou, leurs fonctions ou donnant des... Et donc là, c'est pas exact. Donc dans les écrits des chroniqueurs espagnols, ils expliquent que c'était tiré avec... on peut y retourner, on l'avait. Hein. C'était tiré avec du... J'avais lu quoi? Voilà, 6000 les transportèrent au moyen de grands câbles de cuir et de cabouillas. Les autres ouvrirent le sol et préparaient les fondations. Certains étaient chargés de couper des poteaux et des poutres pour le bois. Ces ouvriers construisirent leur hutte, chaque lignée à part près du lieu où les travaux progressaient. Jusqu'à ce jour, la plupart des murs de ces logements peuvent être vus. Des surveillants étaient postés pour superviser. Il y avait de grands maîtres de l'art de construire qui avaient été bien instruits. Sur la partie la plus élevée d'une colline au nord de la ville et à un peu plus d'une portée d'arquebus de celle-ci fut bâtie cette forteresse que les indigènes appelaient la Maison du Soleil, mais que nous appelons la forteresse. Voilà. L'ouvrage, donc il les dit. Bon, ça porte pas vraiment à confusion. Hein. Aussi fou que ça nous paraît, c'est pas parce que ça nous paraît fou que ça n'a pas été fait. Moi, je me rappelle de mon. J'ai eu un moment d'extase, c'était absolument incroyable. J'étais en Toscane et dans un petit musée, il y avait une sculpture d'un général romain. Et vous savez, il avait une cuirasse en plaques. Et chaque plaque était incroyablement détaillée. Et je regardais, je disais, mais il n'y a absolument aucune trace de sculpture, il n'y a rien. Ça a été fait il y a 2000 ans avec des gens qui avaient principalement des outils de bronze. Bon, c'est du marbre, c'est pas du granit, mais c'était sculpté, on aurait dit un modèle 3D qui a été fait dans le moindre détail, vous savez, ultra réaliste, à partir d'une capture 3D d'une personne. Et bon, ça a été fait dans un bloc de pierre par quelqu'un à coup de... Et donc, si ça, c'est pas possible, de transporter des grosses pierres et de les tailler précisément, à ce moment-là, les sculptures romaines, c'est pas possible non plus. Genre imprimé en 3D. Ouais, c'était absolument dingue. Absolument dingue. Chaque petit élément. En plus, il y avait... il me semble me rappeler qu'il y avait un filet. Il y avait une sorte de filet de corde nouée. Et chaque brin de la corde était taillé dans le marbre. Et par en dessous, tu vois, ça pendait. C'était absolument incroyable. Je n'osais pas toucher, mais je voyais de près que c'était vraiment de la pierre et pas un filet. Enfin, c'était fou. Indications sur qui en furent les bâtisseurs. Personne ne peut donc se targuer de détenir la vérité sur le sujet. Et c'est pas vrai. Bon, on a... il reste des détails à affiner, mais il y a quand même des siècles de travail archéologique. Et je peux vous montrer... Alors, il y a deux grosses hypothèses là-dessus. Hein. C'est une civilisation inconnue avec des technologies... C'est toujours une technologie inconnue. Dans ces vidéos et dans ces écrits, ça peut être... on fait fondre des pierres. Deuxième technologie, on fait des pierres moulées. C'est-à-dire on utilise une espèce de béton, de ciment qu'on coule dans des coffrages. Et vous allez voir pourquoi ça tient pas la route. Hein. Archéologue, historien ou chercheur indépendant. Et ce qu'il est envisageable de faire dans pareil cas est d'observer et réfléchir en se libérant de tout dogme imposé. Je vous propose dans cette optique de nous pencher aujourd'hui en particulier sur le site de Saxe. Alors toujours l'idée, on présente dès le début que ce que les scientifiques ont trouvé à force de travail, déduction et un corpus immense de constatations et tout, c'est un dogme imposé. Bon, c'est vrai que c'est ça vu de l'extérieur, forcément. Si on prend pas le temps de lire les choses en question. L'un des sites les plus connus et les plus énigmatiques du Pérou, situé en surplomb de la ville de Cusco, où j'ai eu la chance de me rendre il y a quelques mois. Et évidemment, la personne qui fait ces vidéos là, elle s'est rendue là, 6 mois après, elle a fait un bouquin, elle le vend. De maçonnerie tout à fait unique,
L'œuvre d'artisans hors pair, maîtrisant des procédés de construction sophistiqués. C'est chelou la voix. Les experts actuels n'entrevoient pas l'ombre d'une Ben, explication. je sais pas. Voilà, les experts actuels n'entrevoient pas l'ombre d'une explication plausible. C'est faux. Hein. C'est faux. Je vais vous montrer. Il y a même j'ai cherché très rapidement. Il y a plein d'articles de recherche qui illustrent comment c'était fait. Et en fait, faut penser à un truc. Quand vous voyez une pierre comme ça, bon, je vous montre celle-là. Vous dites, mais bon Dieu, elle est ajustée de tous les côtés. C'est magnifique. Mais ça, c'est parce que dans votre esprit, vous visualisez ça comme un puzzle, comme si il y avait un trou de cette forme-là et on avait dû tailler une pierre qui fait exactement ce trou-là et qu'on avait dû l'enfoncer comme ça, comme une pièce de puzzle dans un puzzle qui est terminé, sauf qu'il manque juste une pièce à mettre, ça s'enfonce. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le mur est construit par rangée. Et comme quand vous construisez un mur avec des briques, quand vous posez une brique, imaginons, on construit le mur dans ce sens-là, on arrive à cette brique-là, elle touche, on la pose, il faut qu'elle soit ajustée là et là. C'est déjà pas mal. Hein. En dessous, c'est sûr, et puis sur un côté. Et puis après, on va poser la suivante, et la suivante, et la suivante, on va la poser, il faut qu'elle soit ajustée là et en dessous. Il faut que deux côtés soient bien faits. Et puis après, on polit, on fait des facettes, et après on passe à l'étape suivante, à l'étage suivant du mur, et quand on vient poser cette pierre-là, il faut qu'elle soit ajustée sur une facette de la pierre d'en dessous. Un côté et le dessous. Un côté et le dessous. Un côté et le dessous. Et on finit par avoir... Et donc on taille, on dit, oh, on a une pierre de forme comme ça, rectangulaire, et ben on va creuser ici jusqu'à ce qu'on ait la même forme, et on pose. C'est pas la même chose que dans notre esprit, on voit le truc, on fait ouais, il y a 11 côtés sur une pierre, il a fallu tout tailler à la perfection, les 11 côtés d'un coup, et glisser la pierre. Non, c'est pas possible à nous fournir. D'après les livres d'histoire, les Incas ne connaissaient ni la roue, ni la traction animale, ni le métal à part le cuivre. Ils n'avaient en leur possession que des outils primitifs. Alors oui, ils avaient des outils cuivre, mais alors... Par contre, ils avaient énormément d'outils de pierre qu'on retrouve, dont il y a des éléments, parce qu'on a retrouvé la carrière est juste à côté. En cuivre, un métal malléable avec lequel il n'est même pas possible d'ébrécher légèrement un minéral tel que l'andésite ou le granit, 7 sur l'échelle de Mohs, mais aurait fait usage d'une grande ingéniosité pour réaliser ces prouesses architecturales que nous serions bien incapables de reproduire de nos jours avec nos moyens modernes. C'est pas vrai. Ces prouesses architecturales que nous serions incapables de reproduire de nos jours avec nos moyens modernes. Bah si. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu, vous avez plusieurs archéologues qui ont reproduit, qui ont dit, moi je pense que ça a été fait comme ça, avec ce genre de pierre, etc. Et puis voilà, qui ont fait à petite échelle, parce que c'est une personne toute seule ou une équipe de quelques personnes qui travaillaient. Ils ont fait des murs comme ça, en imbriquant des pierres parfaitement les unes dans les autres, sur une petite échelle. Ils n'étaient pas 20 000. Hein. Par contre, vous avez remarqué un point commun. Regardez bien les points de contact entre les pierres. Très souvent, c'est des lignes très droites. Hein. De temps en temps, il y a des courbes. Hein. Mais regardez ici, on est au plus droit possible. C'est jamais parfaitement droit, hein, mais ça a été... Donc c'est beaucoup des arêtes. Puis on voit comment... Ah tiens, là, c'est rare, parce que c'est rare de voir à l'intérieur. On voit ici sur ce bloc-là quand la surface en dessous est plate. C'est pas simplement que la ligne extérieure est droite, c'est qu'en dessous, c'est assez plat. Ici aussi, on voit une belle surface de contact. Il y a une pierre qui a dû disparaître. Et là aussi, c'est le plus droit et le plus plat possible. Ce qui est quand même, plutôt que d'avoir... parce que les pierres, c'est vraiment une surface en 3D. Donc ils ont arasé la surface des pierres jusqu'à obtenir la chose la plus plate possible, ce qui permet quand même, après t'as plus qu'un angle. Quand tu amènes une autre pierre, pour faire la face de pierre qui va matcher parfaitement cette face-là, c'est plus facile quand c'est une face plate. Et donc c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Hein. Les lignes de contact entre les pierres ont tendance à être beaucoup des lignes droites. Des portions de lignes droites. Et ça, si on a la capacité de faire fondre les pierres comme du verre et de les mettre, d'utiliser n'importe quelle forme, il n'y a aucun intérêt
à faire ça. Si on était capable de faire fondre les pierres, c'est sa théorie à elle, de faire fondre les pierres, pourquoi ne pas faire un S magnifique entre deux pierres fondues? Ce serait encore plus solide. Donc déjà, c'est un élément. Si on est capable de faire fondre des pierres et de les coller ensemble, pourquoi s'être fatigué à faire des facettes droites, qui est vraiment un truc pénible à faire et qu'on a besoin de faire uniquement quand on fait de la sculpture, justement, quand on fait des assemblages de pierres taillées. Par quel miracle se serait effectuée la mise en place des blocs par les Incas qui n'avaient pas la connaissance du principe de la poulie? Il faut se rendre à l'évidence, les Incas, bien qu'ayant développé une culture raffinée... Mais ils n'avaient pas la poulie, mais ils avaient le levier, ils avaient la traction sur des chemins faits sur de la pierre, des poteaux qu'on faisait rouler, les rampes, enfin, plein de trucs. Donc le principe, c'est de nous dire que, voilà, ils n'avaient pas connaissance de ça. Je peux vous refaire la même phrase, comment ont-ils fait alors qu'ils ne connaissaient pas l'informatique? Et pas forcément nécessaire ni indispensable. Ces exploits architecturaux. Le levier, les cordages, vous pouvez monter des choses. Pour compléter ce sujet, je tiens à vous rappeler les affirmations de Garcilaso de la Vega, fils d'un conquistador espagnol et d'une princesse inca, qui vécut jusque l'âge de 20 ans au sein de la famille royale, et qui eut donc un accès privilégié aux traditions orales de sa culture maternelle. Ces commentaires royaux sont considérés comme l'une des œuvres les plus importantes traitant de la culture inca. Dans ses commentaires royaux, Garcilaso de la Vega affirme que les Incas étaient incapables d'avoir réalisé les prouesses architecturales du Pérou, et ce pour plusieurs raisons. Alors, j'ai cherché, il dit pas ça. C'est complètement tiré du contexte, mais donc elle cite pas les choses. Les Incas n'avaient que peu de connaissances en mathématiques et en sciences. Ils utilisaient des méthodes rudimentaires en maçonnerie, ne connaissant pas même le principe de la traction animale ou de la poulie. Donc elle répète, effectivement. Donc ils étaient pas bons en mathématiques, donc voilà, quelqu'un qui est pas bon en mathématiques ne peut pas monter un mur de pierre. Devant toute charge lourde à dos d'homme. Et enfin, il confirmait les dires des historiens actuels concernant l'outillage disponible. Voilà l'outillage. Et vous voyez, ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'elle disait tout à l'heure. Ils avaient des galets, ils pouvaient frapper avec du silex, qui est beaucoup plus dur que la roche en question. Là, vous n'avez plus un seul outil en cuivre. La différence de style est cependant très perceptible, et il n'est Alors ça, c'est pas fait aux mêmes époques, et puis ils avaient deux styles de construction, un petite pierre, mur de pierre facile, puis ce truc énorme qui demandait effectivement énormément de travail, ce style de pierre super ajusté. Et donc ça coexistait à la même époque, hein, ça a été daté, c'est juste qu'ils utilisaient une ou l'autre technique selon la rapidité et le budget, quoi. Et alors du coup, c'est utilisé par les gens comme dans cette vidéo pour dire que ça a été fait par une autre civilisation, ça n'a rien à voir. C'est comme on peut faire la même chose, hein. Vous allez en Provence, vous avez d'un côté une maison de pierre récente, il y a des gens qui montent encore des maisons, des murs de pierre sèche, et puis à côté vous avez une maison en béton, et puis vous faites c'est quand même la preuve que c'est deux civilisations différentes. Le mur de béton, ça a été fait par une civilisation supérieure, et puis le mur de pierre sèche, c'est des pauvres gens de maintenant qui ont perdu ce savoir. Entre parenthèses, merci pour les Incas. Non, mais vous êtes trop nuls pour ça, c'est pas possible que ce soit de vous. Alors qu'il y a plein de témoins de l'époque, il y a des chroniqueurs espagnols qui ont reçu des infos disant que ça avait été fait par les Incas, quoi. que le plus haut degré de... Alors, et là, je peux vous garantir que ça, c'est des réparations qui ont été faites. Alors oui, il faut savoir que cette forteresse, Sacsayhuaman, elle est faite juste à côté d'une ville qui s'appelle Cusco. Quand les Espagnols ont fait le siège de cette forteresse, l'ont fini par la capturer, et après, ils ont colonisé, bien évidemment, tout ça. Ils ont créé toute une partie de la ville, une partie espagnole dans la ville, Cusco, et ils ont pillé. Si toutes les pierres ont disparu, sauf les grosses, qui étaient très dures à transporter quand même, parce que la ville est un peu plus loin, puis ils n'avaient pas 20 000 hommes, ils ont pris la plupart des pierres pour faire des murs de ville, la cathédrale, plein de choses. Ça a été pendant 3 siècles totalement pillé. De technologie était détenue. Ouais, voilà. Et donc,
Et donc, elle parle de civilisations différentes, etc. Et là, on voit quand même très bien que c'est des murs qui ont été faits pour soutenir le truc, pour éviter que... Parce que vous voyez comment étaient faits les murs. Ils montaient et ils contenaient de la terre derrière. Par un peuple plus Et toutes les pierres qui dépassaient ont été enlevées, parce que c'est plus facile. Enlever une pierre qui est comme ça contre la terre, c'est un peu plus difficile. Et on voit que partout où il y a des murs de soutènement faits en petites pierres, c'est pour empêcher que par ruissellement, la terre qui est au-dessus dégage, les pierres ont été volées devant. Si on rapporte que le Pérou est parcouru par un système gigantesque de galeries souterraines reliant les principaux sites de l'ancien monde. Reliant les principaux sites, hein, bien sûr. Alors, attendez. Voilà les caves, donc les grottes au Pérou, de plus de 1 km de distance. Et ça, c'est leur longueur, 3 km, 3 km, 3 km. Bon, oui, c'est pas mal, hein. Mais est-ce que ça suffit à couvrir le pays et à rejoindre les sites principaux on a là une trentaine de grottes qui font une moyenne d'1,5 km. Entre 3, ça descend... non, qui font une moyenne de 2 km. Ça nous fait 60 km de grottes. Je pourrais faire l'addition. Est-ce que c'est suffisant? 3 questions sur cette forteresse et cette vidéo un peu bidonnée quand même. On est parti, je vais remettre la zik. Hop. Alors voilà. On n'a pas parlé forcément dans la vidéo, hein, parce elle est partie sur des spéculations tout de suite, mais elle n'a pas expliqué exactement le rôle de la... Parce que le rôle de la forteresse en question était connu, quoi. Qui l'a construite, dans quel but, que veut dire Sacsayhuaman en langue quechua. Bon, alors je vais donner la réponse, hein. Donc celle-là est très dure. Ça fait partie, c'est une question, hein, pas de bol. La réponse, c'est le faucon satisfait. Question suivante. Quelle était la fonction principale de cette forteresse avant l'arrivée des Espagnols? Ah, parce que... Et je peux vous demander après, quelle était sa fonction principale après l'arrivée des Espagnols, qui est de fournir des pierres. Servir de carrière, quoi. C'est pas tout à fait faucon, mais rapace. Ah, bien vu. Exactement. Moi, j'avais trouvé faucon. Et sur le site, sur des sites officiels de la... Il y a d'autres gens comme moi, si, Henri. Je me suis dit, le truc traditionnel, c'est temple machin. Ouais, voilà. En fait, ils avaient beaucoup de noms de... Faut savoir, leur forteresse, elle a des rapports toujours avec un animal. Pensez-y pour la suite. La tête de puma, le machin, le faucon, à chaque fois, il y a un animal dans les inspirations. Aussi bien architectural que le nom, tout. Tu me fais penser à mon père, qui revit quand on est au-dessus de 25-30 degrés. Et tu le vois bosser dans le jardin et tout. Ah, c'est drôle. En plein soleil. Ici, il y a plusieurs bonnes réponses. Est-ce que c'était une forteresse militaire? Est-ce que c'était une ville commerciale? Le palais de l'empereur? Ou le premier parc aquatique andin? Bon, allez, évaluons les réponses. C'est une forteresse militaire. En fait, c'était d'abord temple religieux et forteresse militaire. Et c'était pas le palais de l'empereur. La disposition en zigzag des murs de Sacsayhuaman est censée représenter quelle partie d'un animal sacré? On retourne à l'animal. Les dents d'un puma, les ailes d'un condor, les écailles d'un serpent ou la moustache d'un alpaga. Bien ça. La fameuse moustache de l'alpaga. Tu sais, Grippin, je choisis au pif là. Ouais, là c'est possible. Hein. C'est possible, ça fait partie du... C'est le moment où le quiz il fait mal. Je l'ai appelé le quiz qui fait mal. J'ai senti qu'il y a des moments où il allait être douloureux. Parce que dès qu'on tape sur une thématique, là, je suis sur cette forteresse Inca, il n'y a pas 10 000 questions et elles sont assez... voilà, c'est niche.
Après, l'humiliation nous permet d'apprendre finalement. Alors, est-ce que c'est plutôt les dents d'un puma, les ailes d'un condor, les écailles d'un serpent, la moustache d'un alpaga? Je vous montre à quoi ça ressemble. Pouf pouf. Ce sont ces murs-là. Hein. Vous les voyez? Vous voyez le genre de zigzag. Hein. C'est quand même bien pointu. Après, n'y cherchez pas de représentation fidèle de la réalité. Hein. Tu adorerais les anciennes pratiques d'éducation, le baudet d'âne et tout ça. Tu as connu ça, toi? C'est les cheveux de Sonic. C'est ça l'animal mythique. Alors ouais, bon, ça... Oui. Ça reste de la symbolique. On y va. N'hésitez pas. Si vous voulez participer au quiz, vous avez le lien en haut. On évalue les réponses. Donc c'était les dents d'un puma. Il y a une histoire de tête de puma et de dents, mais même si ça correspond ni en placement, ni... Cherchez pas. Ça ressemble plus même à des... Vous avez mis les écailles de serpent, hein. Faites voir les réponses. Ah, moi j'aurais mis écailles de serpent. Ah, les ailes d'un condor. Ouais. Il s'est pris un autobus dans la tête, le puma, exactement. Après, il disait que, je sais plus, il y a plein de choses. Ça, c'est l'œil du puma. Il y a toute une... Ouais, il y a... Bon, c'est quand même assez spécial. Hein. Si là, c'est son œil ou son ses dents, il faut peut-être regarder dans l'autre sens. Il est comme ça. Ah ouais, mais alors là, ça peut marcher, quoi. Si c'est sa gueule ouverte avec ses dents, et là, son œil, il y a quand même un truc. Hein. On imagine qu'il a ouvert la bouche, et ça, c'est l'autre partie de sa mâchoire. Bon, ça peut ressembler à une tête de créature, quoi. Faut quand même imaginer qu'à l'époque, ils avaient du mal à imaginer. La vue en drone n'était pas aussi bien développée que maintenant. Hein. J'ai bossé, hein. Ben voilà, c'est... voilà cette fameuse pierre qui aurait 11... qui a 11 connexions avec... qui a 11 angles. Et on dit, ah, c'est magnifique, c'est absolument incroyable. Mais... quelle précision et tout. Mais en fait, quand tu viens monter le mur, à chaque fois, quand tu rajoutes une pierre, tu rajoutes un angle et puis tu viens t'embriquer. Donc ça se fait progressivement. C'est pas les 11 arcs, les 11 angles d'un coup. Et alors, il montre, après, justement, il détaille dans comment ça se fait qu'on obtient ces pierres magnifiques. Avec, voilà, l'ordre de construction. Vous l'avez ici. On commence par une première pierre. On l'amène, on la pose. On vient, comme je vous disais, abraser les surfaces pour faire les arêtes les plus rectilignes possibles. Et plates. On a vu que partout où des pierres avaient été enlevées, enfin la plupart du temps, on a des faces bien plates. Des facettes. Et après, on amène une deuxième pierre et on vient abraser la surface avec le même angle, en gros. Et hop, on pose. Donc, ça veut dire que quand on pose une pierre, on a à s'occuper que d'un angle. Enfin, des fois 2, 3. Bon. C'est plus ou moins difficile, mais pas 11 angles d'un coup à faire à la précision. Troisième pierre, on vient faire du bien plat, du bien vertical, et hop, enfin, dit comme ça, c'est facile. Ça devait être une galère infinie. Hein. Et après, on a obtenu ce premier étage, et puis on vient par-dessus. Donc quand on pose cette deuxième pierre-là, on a besoin de faire respecter proprement 2 arêtes. Et une fois qu'elle est posée, on vient faire une facette. Voilà, la deuxième pierre qu'on pose, elle se pose sur 2 autres pierres. Pas 8, pas 6, pas 10. Et puis, et ainsi de suite. Cette pierre-là, un peu plus difficile, elle touche 3 pierres. La pierre 7. La pierre 8, pareil, 3 pierres. Donc là, ça doit être vraiment plus délicat. Et puis voilà, on obtient cette chose magnifique. Et c'est pas non plus... Et quand on regarde la pierre numéro 3 qui est là, on dit purée, elle touche 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, ça fait beaucoup. Ça doit être extrêmement délicat. Ouais, c'est très impressionnant, mais ça se fait progressivement quand même. Comme un...
On a l'impression que toutes les pierres ont été faites préalablement taillées à la perfection et qu'on est venu les glisser comme ça, mais ça se fait progressivement au cours du montage. Mais tiens, Lancelot nous a parlé des Goa'uld tout à l'heure. Il est en train de dire que c'est pas les Goa'uld. Il est possible. Ah oui, en plus, intéressant, dans cet article, cette personne, parce qu'on a dit que c'était inégalé dans le monde, il n'y a que là que c'était comme ça et qu'il y avait forcément une civilisation extraordinaire. Voilà. Dans cet article scientifique, on a plein d'exemples. Là, on est dans les temples d'Angkor. Ah, voilà encore des exemples d'Angkor Wat. Vous voyez bien, on n'est plus dans de la brique. On a bien là une pierre ici, voire deux pierres qui sont extrêmement fondues, hein. Enfin fondues entre guillemets, qui suivent parfaitement le. On retrouve. C'est pas du tout des briques régulières. Les pierres font différentes tailles. Elles ont quand même été taillées avec des facettes. Et puis. Mais oui, enfin Grippin. C'est important de savoir cela, les pyramides sont en fait des terrains d'atterrissage pour les vaisseaux construits par des extraterrestres. Mais ah bon? Je ne savais pas.